Cette émission vous est présentée par le Centre de formation horticole de Laval. Bonjour et bienvenue à Horticulture. Mon nom est Serge Simard. Aujourd'hui, Christian Dufresne, agronome et enseignant au Centre de formation horticole de Laval, nous amène découvrir le jardin Moore, inauguré par M. William Dyson Moore à l'âge de 77 ans. M. Moore, est considéré comme précurseur de la permaculture au Québec. Christian, la parole est à toi. Effectivement, Serge, on va aller visiter un jardin d'exception. Un jardin d'exception parce qu'il est fait au travail de bras, à la soie et à la grande volonté. C'est très important d'encourager ces petits jardins, de subventionner, d'aller porter des plantes. On va aller donc visiter ce jardin d'exception, le jardin Dyson Moore. Linda et nous, lorsqu'on parle du jardin Moore, on parle de William Dyson Moore. Qui est ce personnage? Monsieur Moore, c'est un fils d'immigrants. Son père vient d'Angleterre, lui est né à Montréal. C'est aussi le fils d'un coiffeur qui, de métier, est coiffeur. Il est venu ici avec sa femme Dora Casma, puis en visitant les alentours de Mascouche, qui à l'époque étaient que des chalets. Ici, c'est une terre abandonnée. Il a acheté la terre abandonnée qui longe la rivière Mascouche. Et d'année en année, petit à petit, il a vendu des lopins de terre qui est devenu le Moore Crest. Sa femme, qui aime beaucoup l'horticulture, qui est autodidacte en horticulture, rêvait d'un jardin. Donc, à partir de... Il a acheté en 1984 et à l'âge de 77 ans, ils ont gardé ce 2 hectares-là pour construire un jardin anglais. 77 ans. À 77 ans, il a commencé la construction du jardin. En 85, il a commencé à l'ouvrir au public. Okay. C'est-à-dire que il était devenu assez gros. Les gens venaient visiter. Et tout le jardin a été construit avec la pensée de permaculture. Okay. De par ses voyages un peu partout dans le monde, mais surtout au Japon. On est en quelle année, là? Quand il commence à construire le jardin, là, on est autour... Des années 80? Oui, des années 75, 80. C'était quand même précurseur, la permaculture, pour l'époque, là? Oui, c'était... ça appartenait aux Autrichiens qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les pères de ça, mais en Amérique du Nord, si on veut se vanter un peu, on est probablement le premier jardin en Amérique du Nord à avoir été construit en permaculture. Et permaculture au sens large, pas seulement la façon dont on cultive les plantes dont ils sont disposées, mais aussi avec l'intégration de la communauté. L'implication qu'il voulait apporter de la communauté au jardin. Par le bénévolat, par les actions communautaires. Il voulait un lieu beau, pour les gens de Mascouche. C'est quand même particulier qu'un coiffeur, loin de l'horticulture, décide d'embarquer là-dedans, de s'en aller, évidemment, puis de développer un beau jardin comme celui-ci. Par la suite, j'imagine que ça s'est agrandi. Il vivait pas sur le terrain ici. Au tout début, c'était son chalet. Il vivait un peu plus haut sur la maison qui s'était construite dans le Moore Crest. Il venait y travailler, c'était leur chalet, il retournait à la maison. Et à sa retraite, on s'entend qu'à 77 ans, c'était son projet de retraite, là, de construire le jardin. Mais c'est ça, à sa retraite, plus tard, il est déménagé ici. Il habitait vraiment ici dans ses derniers jours. Là, je pense après le décès de sa femme, il s'est installé ici. Donc, tout a été pensé sur l'économie d'eau. Pas de besoin d'arrosage. La plante à la bonne place, tout ce qui est zéro paysagisme, c'était très important. Il y avait, en cas de sécheresse, il puisait l'eau de la rivière.
Là, on s'entend par sécheresse extrême. Ici, c'est un terrain glaiseux. Ouais. C'est de la grosse argile. Les murs sont construits en argile, sont en palier, un peu à la façon d'une rizière. Le puits est en haut. Il arrosait seulement le plateau d'en haut. Puis, par percolation, ça descendait. Puis le ruissellement, ça descendait. Ça descendait, donc ça irriguait les 2 hectares. Ça quand même du bien terrain. pensé, hein? Oui. Puis encore aujourd'hui, là, c'est des plates-bandes que lui, il a fait là, à cette époque-là. Monsieur Dyson Moore est décédé. Oui. C'est une fondation qui a pris la suite. Oui. Comment ça fonctionne maintenant? Bien, en fait, Monsieur Moore, avant son décès, OK. en 1992, voulait s'assurer de la pérennité du jardin. Donc, il a créé la fondation William Dyson Moore pour que le jardin survive à sa mort. En 2002, quand il est décédé, c'est la fondation qui a repris ça. La première présidente de la fondation, c'est Mme Denise Cloutier, OK. qui, elle, a rassemblé du monde pour justement continuer l'entretien. En 2012, le jardin a dû fermer. En fait, c'est la caisse des jardins avec laquelle M. Moore avait contracté, dans le fond, une hypothèque, a voulu reprendre possession. C'est la fondation, à ce moment-là, qui ont racheté l'hypothèque de M. Moore pour sauver le jardin. Donc, de 2012 à 2015, le jardin a été fermé. En 2015, c'était grâce au comité de la relance qu'il a réouvert. Pour conserver le patrimoine, pour conserver ce que M. Moore voulait faire. Donc, le conseil d'administration s'installe, reprend ça en œuvre, mais évidemment qu'on s'imagine qu'après 3 ans d'abandon, il y avait énormément de travail pour remettre ça en place. Oui. Là, on a dû probablement engager, on a engagé des horticulteurs ou des gens. Oui. Comment ça fonctionne? Présentement, il y a 2 employés en horticulture qui sont salariés. Et le reste, c'est tout encore des... du bénévolat. Bénévolat, beaucoup. Ouais. Puis ça en prend, mais c'est par des subventions salariales. OK. Que là, on peut engager. Jusqu'à maintenant, on est très chanceux, mais 3 jardiniers pendant 10 semaines et 2 guides à l'accueil. Quand même, c'est quand même bien. C'est quoi la quantité de gens, de visiteurs que vous accueillez par saison? J'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que l'an passé, on a eu un gain de 130 %. Ah, quand même! Oh, c'est sûr que là, on se trouvait post-pandémie, mais on est allé chercher un grand nombre... Ça avait bonifié, puis c'est pas un jardin qui est encore très connu de tous. Donc, avec les années, c'est d'en faire la promotion, d'aller le faire découvrir, de voir. Toujours. Ça reste toujours un jardin privé, c'est pas un jardin qui appartient à la ville. Non, c'est un jardin privé. C'est sûr que la ville va subventionner des activités, surtout les activités culturelles. C'est avec ça qu'on peut offrir des ateliers d'art ou des ateliers horticoles. On a des subventions avec ça, mais je dirais que le travail en arrière du conseil d'administration, c'est d'aller chercher des subventions pour être capable de survivre, pour être capable de payer les employés aussi, pour assurer une pérennité. Parce que ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui, d'année en année, il revient aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Là, on va aller visiter le jardin, puis tu vas nous parler de ton travail d'entretien des plantes, tes défis au point de vue de conserver ce jardin-là, de repartir des plates-bandes qui ont peut-être été oubliées par le passé. Fait que allons ensemble découvrir le jardin. Parfait. Vous avez sûrement déjà dû voir ces magnifiques œuvres d'art constituées de plantes particulières, agencées de toutes sortes de façons, de toutes sortes de formats, sous toutes sortes de formes, etc. Eh bien, la façon de construire ces magnifiques œuvres d'art s'appelle la mosaïculture. Écoutons maintenant Christian et sa collègue Véronique Charbonneau nous en révéler les secrets. Voici une œuvre d'art qui est composée de plantes particulières. Cet art s'appelle la mosaïculture. Vous allez voir des œuvres en 3 dimensions comme ça un peu partout à travers la province. Mais une œuvre comme ça, elle est construite. Elle est construite comment? Je vous amène avec moi découvrir les dessous de la construction de la mosaïculture et aussi l'entretien qu'on doit y faire pour qu'elle reste belle tout au long de l'année. Sûrement que lors de vos visites à travers la province, vous avez remarqué des structures en angle ou des structures qui représentent des dragons ou des fleurs écrits avec du lettrage. On appelle ça l'art de la mosaïculture.
Alors, c'est un art très particulier. C'est un art particulier parce que ça demande évidemment des dessous de construction que l'on ne voit pas lorsqu'on se promène. J'ai à côté de moi une structure 3D en 3 dimensions qui est un cube simple pour vous montrer un peu l'intérieur d'une structure de mosaïculture. Donc, en premier lieu, il y a une carcasse, une armature de métal quand même assez solide parce que ça fait du poids. Donc, pour être capable de supporter tout le poids de la terre et des végétaux, évidemment, qui vont être mouillés. À l'intérieur de cette structure-là, comme vous pouvez le constater, on a installé un système de goutte à goutte, d'arrosage goutte à goutte, parce qu'avec les végétaux qui couvrent la surface, c'est que si je ne fais que arroser comme par le dessus, l'intérieur va rester vide, va rester sec. Donc, le système de goutte à goutte va nous permettre, par capillarité, d'aller chercher l'ensemble du substrat. Un substrat qui est un substrat particulier, un substrat qui est quand même assez léger au point de vue de sa composition et qui va absorber une partie de l'eau. Quand ceci est rempli, évidemment, on va le faire à partir d'une toile méchée. Cette toile méchée-là va être attachée avec des structures comme ça, qu'on appelle communément des tie wraps. Hein, elle va être attachée à différents endroits de façon solide. Et au fur et à mesure, on va monter la structure avec les végétaux. Cette structure-là complétée va devenir la structure 3D. Lorsqu'on fait une mosaïculture 2D en angle, bien, c'est un peu le même principe, seulement qu'il n'y a pas d'armature de métal. On va juste mettre la terre en pente. Avec un gabarit, on va venir placer le gabarit au sol et à l'intérieur, un peu comme un emporte-pièce, on va venir placer les végétaux. Comment je place les végétaux? Mais je les place un peu à la méthode du pixel. Hein? On va faire une image, on a un pixel à côté d'un pixel à côté d'un pixel, mais chaque plante, chaque couleur, chaque texture représente un pixel qu'on va associer une à côté de l'autre. Je suis en compagnie de Véronique Charbonneau, qui est la technicienne ici au Centre de formation horticole de Laval, dans notre pièce de serre. Véronique va nous montrer un peu après coup comment, après avoir installé cette structure métallique et la terre, comment on va installer les végétaux et comment on va les tailler. Alors Véronique, bonjour. Bonjour. Hein? Alors ici, on a une structure qui n'est pas encore complétée, une structure de mosaïculture 3D. On a des végétaux qui ont évidemment grandi, donc on ne peut pas les laisser comme ça. Non, il faut les tailler. Il faut les tailler. Alors, comment tu fais pour tailler? On ne taille pas ça avec un petit sécateur, ça va être long, là, surtout si on a des grosses structures. Mais de quelle façon on procède? On procède un peu comme quand on taille une haie. Oui. Un outil un petit peu plus petit. Une tondeuse, hein? Une tondeuse, c'est ça? Et voilà. Alors, vas-y, fais-nous une petite démonstration. Alors, j'imagine qu'on ne taille pas n'importe comment. C'est de quelle façon tu arrives à faire ton chef-d'œuvre, si tu veux? C'est suite à un plan? C'est suite à quelque chose que tu as reçu de la part de quelqu'un? Donc, tout dépendant du modèle ou du plan qui m'a été donné, je vais juste suivre les indications qui sont indiquées pour... Donner des formes, oui, donner voilà. des volumes, donner des textures, parce qu'on ne veut pas que ça soit que plat. Tu sais, à un moment Exact. donné, il faut faire des petites joues, il faut jouer un peu avec ça. Et ça, on va faire ça régulièrement durant l'année. On ne fait pas ça qu'une seule fois. Oui, surtout s'il fait très beau, s'il fait très chaud, s'il fait soleil, les plantes vont pousser plus vite. Alors, on va les tailler plus souvent. OK. J'ai un outil avec moi qui est une espèce de pieu, si tu veux. À quoi ça sert, ça, exactement? C'est pour faire un trou dans les... Dans la mèche, hein, c'est tantôt, ça, oui, la mèche. je vous ai parlé de la structure méchée qui est attachée. Donc, avec le pieu, on va faire un trou. On va faire un trou. Je prends la petite plante. Peux-tu nous faire une petite démonstration? Donc, un trou. Tout simplement, on défonce la mèche. Puis, on va aller installer la plante à l'intérieur, comme ça. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bien entendu, il va falloir prendre un certain temps pour que la plante, son système racinaire vienne s'installer. Donc, les mosaïcultures 3D comme ça ne se font pas à la dernière minute, sont faites en serre au départ. La croissance est faite et après ça, on vient les installer, on vient les monter sur place. Alors que les mosaïcultures 2D, celles qui sont en pente que je vous ai mentionnées tantôt, elles vont être faites évidemment au mois de juin, parce qu'elles n'ont pas à, les racines n'ont pas à tomber, ils vont être directement à plat.
Véronique, on va aller voir les plantes. Tu vas nous expliquer un peu les caractéristiques de ces plantes-là. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Véronique, on est devant une variété de plantes qui sont utilisées pour la composition et la création des mosaïcultures. Peux-tu nous parler un peu plus des caractéristiques particulières de ces plantes-là? Donc, c'est des plantes qui sont plutôt basses, Oui. rampantes, puis qui tolèrent la sécheresse. Donc, c'est des plantes qu'évidemment, on va placer en plein soleil. Hein. Les mosaïcultures sont en plein soleil, même s'il y a un système d'irrigation. Des plantes basses, faciles à tondre. On l'a vu tantôt quand tu l'as expliqué. Tu l'as démontré surtout. C'est un art. Hein? C'est de l'art, faire ça. Alors, pourquoi on a plusieurs couleurs, plusieurs formes? Toi, en tant qu'artiste, là? En fait, on va créer un tableau. On va créer un tableau dans une structure. Donc, avec les différentes teintes, les différentes hauteurs, on va... mélanger ensemble, Oui, associer ensemble. Tu sais, on voit ici, on en a une qui est presque noire. Si tu veux la mettre à côté de celle qui est plus chartreuse, plus jaune, vous voyez le beau contraste que ça peut faire. Puis ici, on a aussi des succulentes qui ne sont pas des succulentes rustiques, on s'entend bien, mais qui sont qui donnent un côté, un look assez intéressant, le bleuté de ceci. Un autre plante que je trouve intéressante, c'est le carex. Le carex, hein, qu'est-ce qu'on peut faire avec le carex habituellement? J'imagine que dans la réalisation des animaux, Ah, mais oui, ben oui. créer les poils, les plumes. Les poils, les plumes, les moustaches, Et hein, voilà. pourquoi pas, les moustaches, ça c'est bien important. Donc, dans la production, là, c'est pas planté en pot de 6 pouces, ces choses-là. C'est planté de quelle façon? Comment ça nous est livré? C'est des multicellules. Donc, c'est vraiment tout petit, comme des petites boutures. Comme ça. Alors, c'est des petites boutures parce que, si vous vous souvenez, tantôt, Véronique nous l'a bien démontré, il fallait piquer la toile, la mèche, le plastique pour pouvoir insérer les plantes qui serviront à la réalisation des mosaïcultures. Évidemment que si le pot était trop gros, ça ne fonctionnerait pas puis ça tomberait, bien entendu. Alors, merci pour ces informations, Véronique, puis Ça me fait plaisir. bonne saison! Merci. Retournons maintenant à Linda Hainaut, qui va nous faire part des défis qu'elle a à relever pour le maintien et l'entretien du jardin mourant. Linda, on est dans une autre partie du jardin. On est à côté des iris Dyson Moore, hein, des iris qui ont été créés en l'honneur de Monsieur Dyson Moore. Oui. Toi, en tant qu'horticultrice en chef ici, évidemment, tu as des défis à relever, des défis de post-pandémie comme tout le monde. Quelles sont tes journées? Ça a l'air de quoi une journée typique ici pour un horticulteur? Je vois sourire hein, dans les jardins. Je sais jamais quelle est ma journée. Je sais que je vais commencer à 7h30, 8h, mais je ne sais pas de quoi elle va être faite. Je vais essayer de finir pour 4 heures. Dans Oui, le c'est sens ça. où J'aime ça. je dois... il y a des choses qui sont toujours plus urgentes. On est bien sûr, merci la météo Ben oui. aussi. C'est un jardin privé ouvert au public. Il y a des choses que je peux pas faire quand il y a du public, c'est-à-dire tout ce qui est appareillage moteur. Ben, c'est ça. Je peux pas le faire. S'il n'y a plus lundi, mardi, il faut comprendre que le gazon va être un peu plus long. Cette journée-là, je ne ferai pas ce que nécessairement j'avais prévu. Cette année, aussi, la particularité, c'est que je gère aussi tout ce qui est aspect culturel, coordination, qui est comme... Le poste est comme en suspens. J'aime ça, j'adore ça. Faut être polyvalent, c'est ça quoi? Oui, C'est ça, faut être c'est ça. polyvalent. Puis là, la façon que je le vois, c'est que je dois m'assurer que les tâches soient priorisées. Ouais. Dans le fond, pour que l'équipe d'horticulteurs et de jardiniers soit en mesure de mettre l'énergie, leur temps à eux aussi, à profit. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le temps de désherber une zone où les visiteurs sont moins attirés, mais de prioriser... Ou c'est plus en fleurs, par exemple, on va prioriser la section qui est plus en fleurs actuellement, Oui. sans négliger, mais au moins prioriser ça pour être efficace. Oui, c'est le plus ça. possible, Surtout, tu sais. les pivoines ils viennent de finir. Ouais. Là. Donc, la semaine passée, c'était de dire, je comprends qu'il y a du désherbage, mais des fleurs de pivoine blanches, Mortes. ça ressemble avec l'Inex Ouais, c'est mouillé. ça, Là, tu sais. ouais. On va le ramasser parce que
c'est ça qui est le plus inesthétique encore. ça, Donc, c'est ça. Là, si je comprends bien, c'est pas ouvert à la semaine. non, le lundi, mardi, c'est fermé au public. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de visite guidée, il n'y aura pas d'accueil de fait. Cette année, on essaie quelque chose, c'est-à-dire que quand on n'est pas ouvert, les gens peuvent venir avec contribution volontaire, une petite boîte de dons. OK. À côté de l'accueil, ils peuvent laisser des dons et venir circuler quand même dans le jardin. Mais à ce moment-là, ils savent Qu'il va y avoir du bruit, qu'il va la y avoir du tondeuse va bruit, passer. que l'entretien, le gros entretien, Ouais, en c'est fait, ça. qui est fait ces journées-là. Mais les gens viennent des fois juste méditer, puis ils n'entendent plus le gazon. On est dans la Ils nature, entendent hein, c'est ça. tondeuse, c'est ça. J'ai vu qu'il y a une serre. Oui. Donc, j'imagine que vous faites votre production de végétaux, en Oui. partie. En partie. Puis l'autre partie, vous les achetez, c'est des dons. Comment ça fonctionne? C'est des dons. Majoritairement des dons. Il y a un budget qui est donné par les administrateurs de la Fondation, mais qui ne correspond pas réellement aux besoins. réalité, On c'est ça. les plates-bandes, quand ils ont 200 pieds par 40 pieds, j'ai besoin de plus que 1000 $. C'est vraiment Ah ouais. des dons. On va voir les pépinières du coin. Souvent, c'est eux qui nous appellent parce que ça leur fait mal au cœur de jeter au compost. Effectivement, effectivement. Donc, ils nous appellent, puis on est toujours preneurs. Puis les visiteurs, est-ce que les visiteurs peuvent contribuer soit par dons financiers ou par dons de végétaux à la Fondation Oui, ou à l'aider? ça nous arrive que des particuliers nous appellent, nous disent j'ai défait ma haie, puis est-ce que vous voulez prendriez? Ou des fois, on arrive, puis derrière le garage, Il y a plein de on végétaux, nous a des mis des cadeaux. végétaux, on sait pas Ouais. trop d'où ils viennent, puis on est content, on essaie de leur trouver une place. Puis des fois, c'est de la récupération aussi, des pépinières qui nous apportent des choses, soit qui ont perdu les étiquettes, sont rendues invendables, Ouais. ou Du matériel simplement qu'ils ont pris, sont- par exemple, sur un client, puis au lieu de le jeter, bien, ils peuvent vous l'apporter tout simplement. Ben, ça, c'est tu sais. plus rare. C'est plus plus facile rare? à apporter Ouais. en pot dans leur production. ou, Bien, on n'a pas le choix, hein, si on veut garder une pérennité, puis c'est quand même assez grand comme superficie. Oui. C'est quoi en tout la superficie? c'est 2 hectares. 2 hectares de terrain à entretenir. Combien de personnel? Il y a moi comme chef horticultrice, il y a une horticultrice adjointe, puis Des étudiants. les étudiants. Il y C'est en ça. a C'est ça. habituellement 3 par été, 3 jardiniers. Fait que c'est quand même pas beaucoup de personnel pour gérer un domaine comme celui-ci. Non, Non, c'est ça. il en c'est sûr. manque. Il en manque, Il en c'est ça. manque. Il en manque. On a une banque de bénévoles. OK. Il y a des bénévoles qui nous disent, moi, je veux faire telle tâche, je suis prête à désherber, je suis prête à donner du temps pour la réparation, pour des petits trucs comme ça, parce qu'il y a le jardin, mais il y a tout ce qui est bâtisse aussi à entretenir. Mais c'est ça, on n'a pas parlé, mais en haut, il y a un bâtiment avec une salle de réception. Oui. On peut la louer. On peut la louer. Il y a des pour, mariages qui peuvent se faire ici. Oui. Autant, il y en a qui se font sous le sol ou un peu partout dans le jardin. Ils se font une petite réception en haut. Il peut accueillir jusqu'à 50 personnes. Ben, c'est quand même intéressant. Ça peut faire quelque chose de très bucolique, très C'est très naturel, champêtre. très Oui, champêtre. champêtre. C'est assez intéressant comme lieu. C'est quoi ton défi pour l'avenir? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu le vois, le jardin, là, dans le futur? En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est de devenir, comme M. Moore l'a été, une source de référence en permaculture. Ouais. Tout ce qui est protection des berges, les façons d'économiser l'eau, les façons de récupérer l'eau. J'aimerais que le jardin s'en aille vers là. OK. M. Moore a été précurseur, lui, dans les années 80, mais... Tu veux pérenniser son œuvre. Oui, Puis là, en plus, mais c'est la tendance. Là. aller chercher la On est en plein reconnaissance dedans. aussi. Tu sais, Ouais. Tantôt, je le disais, c'est probablement le premier en Amérique du Nord, Ouais. sûrement le premier au Québec, mais développer cette expertise-là. Là, on a des bassins de rétention filtrants, on a tu sais, un Ah, il y a petit des toutes choses de qui sont choses. Il y a intéressantes. plein de choses à faire découvrir aussi. Encore trop méconnu. Donc, le but, c'est de le faire connaître. hein, merci d'être là. Ouais, ça me fait plaisir de le faire connaître parce que je pense qu'il faut encourager les gens qui, d'emblée, sans être une compagnie, partent des œuvres, de pérenniser tout ça dans le temps puis d'avoir des employés dévoués comme toi là, qui le font. Merci beaucoup pour votre accueil ici. Je vous souhaite la meilleure des chances pour le futur. Merci beaucoup. Le Centre de formation horticole de Laval est une maison d'enseignement public affiliée au Centre des services scolaires de Laval. L'origine de notre centre vient de la volonté de quelques passionnés d'horticulture d'offrir une formation de qualité. Il y a 30 ans, le centre étant intégré dans la cour intérieure de la polyvalente Vanier. Par la suite,
Il s'est déplacé pour occuper des locaux de l'ancienne école primaire Saint-Sylvain, située dans la partie nord-est du Centre de la nature, au 1051 Croissant Pierre-Bédard. Vous y avez accès par l'autoroute 25 ou par le boulevard de la Concorde. Notre emplacement privilégié fait en sorte que tous les étudiants vivent leur passion dans un environnement vert et unique. Victimes de notre succès, nous devions agrandir et moderniser nos installations en y intégrant un complexe de serre moderne permettant aux étudiants d'apprendre dans des locaux à la fine pointe des technologies. En agrandissant, nous avons également rapatrié les autres formations de l'agrotechnique qui étaient dispensées dans d'autres locaux faute d'espace. La réalisation d'aménagements paysagers, l'arboriculture et la floristerie côtoient maintenant l'horticulture. Des travaux d'embellissement ont été réalisés pour donner à notre espace d'études le cachet unique d'un centre horticole. Avec les enseignants et les élèves, accompagnés par la firme d'architecture de paysage Rousseau-Lefebvre, nous avons créé tout autour de notre centre des aménagements stylisés dignes des grands jardins. Notre position géographique, notre implication directe auprès des acteurs du milieu, nos nombreux partenariats avec l'industrie ont principalement favorisé la venue d'étudiants de toute la région, Laval, Laurentides-Lanaudière, mais aussi du Québec et de la France. Innovateurs, nous avons proposé de nouvelles formations uniques au Québec, soit un diplôme combiné horticulteur paysagiste et une formation en horticulture urbaine. Toits verts, meules végétalisés, potagers urbains côtoient les réalisations d'aménagements paysagers près et dans le centre de la nature. Nos élagueurs pratiquent les techniques professionnelles dans ces arts majestueux qui enveloppent notre école et le voisinage. Des formations populaires, ateliers, réceptions, conférences y sont également dispensées tout au long des saisons. Notre département de floristerie décore et embellit l'aubier, lieu de rassemblement au cœur de notre école. Vous souhaitez nous visiter ou en apprendre un peu plus sur les formations offertes au Centre de formation horticole de Laval? Consultez le site Internet qui est inscrit au bas de l'écran. Il nous fera un plaisir de vous accueillir. Bienvenue au Centre de formation horticole de Laval. Et voilà, c'est la fin. C'est d'ailleurs la dernière émission de la saison de Horticulture. D'ailleurs, nous vous invitons à revisionner les émissions, si ça vous tente, en écrivant simplement les mots horticulture sur vos moteurs de recherche ou simplement en consultant le site Internet du Centre de formation horticole de Laval ou de la télévision régionale de Laval. Nous vous invitons également à nous rejoindre l'an prochain pour d'autres séries de horticulture où nous allons encore une fois rencontrer des gens d'exception qui vont créer, entretenir et nous impressionner, rendre notre Québec toujours de plus en plus beau. Ensemble, bon jardinage!